adjointe de Space Organisation. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir et de vous retrouver pour le 5e webinaire de NatExpo. Donc, vous êtes, et Sauveur Fernandez, ici présent, vous en parlera tout à l'heure, vous êtes plus de 2500 à nous rejoindre, à être avec nous pour ces webinaires. 350 parmi vous sont nouveaux sur ce webinaire de ce 31 août. Donc, pour me présenter très rapidement, pour présenter la SPAS très rapidement, SPAS Organisation est le premier organisateur en France d'événements professionnels et grand public dédiés au bio, au bien-être et à la consommation responsable. Nous organisons une trentaine de manifestations en France, sur l'ensemble du territoire, et nous réunissons plus de 500 000 visiteurs, 5000 exposants, et avons également une place de marché qui s'appelle Cévelia et qui permet donc à certains de nos exposants de rester en contact avec leurs clients tout le reste de l'année et de générer du chiffre d'affaires sur les produits donc, alimentaires, compléments alimentaires, diététiques, donc, qui sont mis en ligne sur cette plateforme. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sauveur Fernandez, qui va présenter rapidement le sujet, qui va faire en sorte de vous présenter également nos deux autres intervenants, que je remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et bon, on y va. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous préviens tout d'abord, avant de commencer, j'ai de mon côté malheureusement un petit problème technique imprévu qu'on pensait avec Marion avoir réglé. Donc, ça grésille, donc on ne sait pas trop comment faire. Vous allez devoir peut-être accepter cette tolérance-là. Et si je ne peux pas trop parler, tant pis. Au moins, je me contenterai de poser des questions et que les autres intervenants qui ont énormément de choses à exprimer sur ce sujet-là, prendront donc le relais. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que de mon côté, ça se passe bien? Non? Ça grésille? Oui. Alors, veuillez me laisser 3 secondes. Je vais changer. Je fais une dernière petite tentative en direct. Voilà. Je quitte et je reviens. Donc là, typiquement, c'est la première fois, mais il faut toujours une première fois, hein, que nous avons un problème technique de ce type sur l'un de nos webinaires, mais on en discutait juste avant et je crois qu'une des valeurs qu'on a tous été obligés de s'approprier pendant cette période super difficile du Covid, et c'est le post-Covid, c'est un des sujets, enfin, c'est le sujet principal de ce webinaire, c'est la bienveillance et la tolérance. Donc, on espère que vous allez être bienveillants, tolérants. De toute façon, ces outils qui sont des outils qu'on a l'habitude maintenant d'utiliser depuis 1 an et demi, on sait tous que par moment, il y a des petits couacs. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, voilà, vous êtes en direct avec nous et comme ça, la preuve en est, on est tous soumis aux mêmes règles. Donc, en attendant que Sauveur revienne, comme ce webinaire est à l'occasion de NatExpo, je vous dis quand même 3 mots sur le salon. Donc, NatExpo est un salon professionnel qui réunit près de 1300 exposants, qui va se tenir du 24 au 26 octobre à Villepinte, donc à Paris, et qui accueille des producteurs, des grossistes, des importateurs comme exposants sur 6 secteurs qui sont l'alimentation, la diététique, les compléments alimentaires, la cosmétique, les ingrédients, les écoproduits, les écoservices, et j'en oublie un, je ne sais plus lequel. Magasin. Et ouais, exactement, le retail, le magasin. Donc, c'est un salon qui accorde une importance. J'étais juste en train de faire un petit point sur NatExpo en attendant votre retour, Sauveur. Donc, la spécificité de NatExpo est vraiment de réunir pendant 3 jours l'ensemble des acteurs de la filière de la bio, et les contenus qui sont déployés à l'intérieur du salon sont délivrés par des experts sur chacune de leurs parties au sein des forums qui sont au cœur de chacun des espaces de NatExpo, qui proposent en plus évidemment des espaces d'innovation, donc à peu près 200 conférences. Donc, on espère évidemment vous y voir extrêmement nombreux. Donc, je vais repasser la parole à Sauveur. Allez-y. Alors, merci Valérie. C'est bon de mon côté? Pour l'instant, ça va. D'accord. Alors, tout d'abord, ça fait toujours, je suis quand même enchanté sur cette thématique. On vient de me dire que vous êtes à peu près 1000
à 1500 à vous être inscrits, dont 300 de manière officielle. Donc, ça fait quand même chaud au cœur de voir que vous êtes, parce que nous ne sommes pas que des professionnels, nous sommes d'abord des aficionados, des gens qui sont là pour changer le monde, même si le terme devient de plus en plus éculé. Et donc, voilà. Alors, la façon de procéder, elle est très simple. J'espère que vous avez toutes et tous un verre de café à la main, hein. On va tous imaginer dans un café, dans un bar. Et en fait, on discute de manière très tranquille sur le sujet de la Covid. Alors, avant de demander aux intervenants de se présenter, je cerne très brièvement le sujet qui est très simple, la bio à l'ère post-Covid. Alors, on y est toujours, hein. On sait tous que la Covid a bousculé sensiblement les choses, et beaucoup plus qu'on ne pense, hein. Elle vient d'atteindre un stade en fait, où elle a dépassé les 1 an. Elle est prévue pour s'installer à minima encore pour une petite année ou deux. Ça veut dire quoi? Que ça va changer les choses quelque part en profondeur. Alors, on va le voir, hein, il n'y a pas vraiment d'invention, mais il y a plutôt une bousculade, une augmentation de certaines tendances et mine de rien, en ce qu'on appelle en marketing un insight consommateur, des modifications profondes sont en train de s'opérer. En clair, nous rentrons dans l'ère du signe noir. Et qu'est-ce que c'est le signe noir? C'est très simple, c'est le bon vieux retour du Gaulois de la peur qui va du ciel qui peut nous tomber sur la tête. Ici, on est en version moderne, ce n'est pas un ciel, c'est des virus, des incendies ou des inondations. Et ça a l'air de rien, on va le voir, ça change tout. Alors maintenant, place à nos 3 intervenantes de très grande qualité qu'on a la chance d'avoir avec nous. Que je laisse le plaisir de se présenter elle-même brièvement, s'il vous plaît. Et aussi, si vous avez une petite anecdote à raconter personnelle, soit professionnelle ou personnelle sur le Covid, elle est bien sûr la bienvenue. Vous pouvez commencer à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, par Valérie Lemans. Alors, j'ai un petit peu déjà commencé, hein, donc moi, je vais du coup laisser la parole à Valérie Jacquier ou à Christelle. Christelle, allez-y, présentez-vous. Alors, bonjour à tous, Christelle Chabat. Je suis dans le secteur de la santé depuis une grosse vingtaine d'années. Aujourd'hui, je suis présidente de Synadiet, qui est le syndicat professionnel qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière des compléments alimentaires et des produits de santé naturelle. Et accessoirement, je de la santé qui sont dans le laboratoire, qui met notamment sur le marché des compléments alimentaires et qui est également son outil de production en France. Concernant une anecdote du Covid, eh bien, j'en ai une qui est amusante. Nous, on a nos bureaux du siège social qui ne sont pas très loin des Champs-Élysées. Et je me souviens qu'au premier confinement, quand notre président nous a tous renvoyés chez nous, je crois à l'heure. Donc nous sommes restés au bureau l'après-midi. Les Champs-Élysées étaient complètement vides. Et moi, j'étais quasiment tout le temps en présentiel. Et les jours suivants, j'ai eu l'occasion sur les Champs-Élysées, en déambulant seul, de croiser une famille de canards, qui est quand même assez étonnant sur les Champs-Élysées. Voilà, donc c'était cette période où tout était possible et même croiser des animaux dans Paris. Valérie Jacquier, bonjour à tous. Donc, je suis nutritionniste de formation. Je me suis spécialisée très tôt dans le bio, dans l'alimentation durable. Paradoxalement, c'était un sujet qui me tenait à cœur déjà il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, je travaille aujourd'hui en cabinet libéral à Paris et je travaille aussi dans les entreprises sur des projets de qualité de vie au travail, bien-être au travail. Et par ailleurs, j'ai souhaité aussi m'engager en restauration collective pour laquelle j'ai travaillé sur et les recommandations nutritionnelles et l'introduction des produits bio et une alimentation un peu plus durable aussi sur ce secteur. Voilà, donc un profil assez disparate, en tout cas pour les cibles auxquelles je m'adresse. Et concernant la petite anecdote Covid, une expérience assez bouleversante, personnellement parlant. J'ai eu donc en habitant à Paris, j'ai eu l'envie de rejoindre la province assez vite, de retrouver ma famille, donc voilà, comme un certain nombre d'entre nous. Et puis j'ai surtout été tout de suite inquiète par les questions d'approvisionnement, justement, de comment s'approvisionner, comment retrouver peut-être la proximité avec les producteurs, qu'en effet en Île-de-France et à Paris en particulier on n'a pas.
Donc voilà, ça a été un petit peu une priorité de survie, j'ai envie de dire, et pour ma famille en particulier, pour mes très proches et rejoindre aussi les plus anciens. Voilà, que j'avais à cœur de pouvoir protéger, aider, guider et accompagner si besoin. Voilà. En tout cas, nous, dans nos secteurs, les produits de santé, on a vu clairement le virage qui était déjà un peu amorcé, mais là qui s'est renforcé en 2020, de l'attirance pour le naturel, la quête de sens, la transparence, savoir où est-ce que mon produit est fait, est-ce qu'il est fait localement. Et je dirais même qu'au-delà de la bio, on va maintenant avant tout sur le local. C'est-à-dire que ce qui intéresse le consommateur, c'est de savoir si son produit il est bien en filière courte et le plus courte possible, si les matières premières qui rentrent dans son produit sont aussi françaises ou en tout cas très locales. Et la quête du naturel, c'est aussi un moyen de se rassurer par rapport à toute une chimie qu'on ne maîtrise pas vraiment. Il y avait eu plusieurs scandales déjà sanitaires, enfin en tout cas sur des médicaments dans les années précédentes. Et là, clairement, le recours à des choses naturelles, alors pas forcément que des produits à consommer, mais également, on l'a bien vu pendant le confinement, le recours au yoga, le recours à de la sophrologie, à des choses comme ça, qui a été très nettement marqué de notre côté. Ouais, si je peux ajouter, en fait, ce que j'ai vu, moi, qui s'est en effet accéléré aussi, c'est le fait de vouloir retrouver des producteurs, de vouloir retrouver du lien aussi avec le terroir dans lequel on habite. Et particulièrement parce que, ben, évidemment, cette période de confinement a été nécessairement orientée vers l'immédiateté, vers la proximité. Le fait de se remettre aussi à cuisiner et à se réapproprier son alimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort qui a perduré et qui perdure encore. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en attente de trouver des recettes, de trouver des savoir-faire peut-être perdus, qui se remettent à cuisiner, non seulement à cuisiner, mais un peu plus que ça, à refaire des conserves par exemple, à faire de la fermentation maison. Enfin, il y a vraiment un savoir-faire qui est recherché en matière culinaire. Et ça, c'est, je pense, une tendance de fond qui perdure parce que on aurait pu penser que c'était vraiment quelque chose d'immédiat après le confinement, mais il se trouve que ça dure et que cette envie de comprendre, d'apprendre, elle persiste. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Cette dimension de se réapproprier son alimentation, de vouloir avoir la main et sans doute aussi le contrôle sur quelque chose en se disant on peut contrôler son alimentation, on peut contrôler ce qui rentre chez soi, on peut contrôler ce qu'on consomme. Paradoxalement, alors que le reste, ben, finalement, dans la société, il y a pas mal de choses qu'on ne contrôle pas, et notamment cet épisode de Covid. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien de peut-être se dire que cette petite autonomie-là, elle va persister parce que les gens ont appris aussi au fil du confinement, ils ont eu le temps d'apprendre, de s'informer. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi. C'est une dimension sans doute qui va continuer, qui était déjà engagée, mais qui va continuer aussi. Moi, je vous rejoins toutes les deux, hein. Effectivement, Christelle, vous avez raison, c'est une tendance qui s'est affirmée et complètement renforcée à cause de la période et des circonstances, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà très largement commencé à observer, et notamment à observer sur les tendances lourdes qui apparaissaient sur Natexpo à travers, entre autres, les produits qui sortaient, les dispositions prises par les différentes marques, quels que soient les secteurs adressés. Maintenant, le gros changement qui intervient, le changement majeur qui est intervenu, c'est une modification en profondeur du regard que posent les consommateurs sur leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que des injonctions contradictoires avec cette période et cette malheureuse mésaventure. C'est qu'on était dans une ère de la mondialisation en matière de consommation, en matière de déplacement, et là,
on est passé à quelque chose de local de tout point de vue. Les gens partent en vacances à côté de chez eux. En France, nous sommes proches de chez eux. On était sur le consommer le plus possible, et là, on est effectivement encore plus qu'avant sur du consommer moins, mieux. Alors, je sais, c'est rabâché, tout le monde dit cette phrase, mais là, pour le coup, c'est réel et c'est vrai. Et il y a ce côté de l'entre-soi et du retour à des valeurs qui sont des valeurs évidentes, de la cellule familiale, de la protection que sa propre maison apporte à soi-même et à sa famille. Et puis, peut-être, on est aussi passé enfin, j'espère, d'une période très forte d'individualisme vers une période de plus grande solidarité, donc de tout point de vue. Alors parfois c'est éphémère, mais c'est pas grave, éphémère un moment, et puis ça revient, au bout d'un moment ça va finir par s'inscrire dans la façon d'être des uns et des autres. Donc voilà, et majoritairement porté par la jeune génération, et ça on en a parlé lorsqu'on avait préparé ce webinaire. C'est vrai qu'on est face à une jeune génération, la génération Y, les autres, qui sont extrêmement regardants sur l'ensemble de ces sujets et qui se sont pris une claque, hein, en fait, avec le Covid, et qui aujourd'hui ne passent plus rien à personne et aux marques en premier. Donc ça, c'est vraiment pour moi la grosse évolution et le point marquant de cette période Covid, post-Covid, parce qu'effectivement, on n'est pas encore tout à fait en post-Covid. Et pour illustrer, Oui. puisque justement chez Synadiet, on a pu faire une grosse étude Harris Consulting avant et après Covid. Donc on a fait la première étude, c'était donc avant la période, enfin c'était fin 2019, et on a fait une étude sur les mêmes items après 2 confinements, pour voir un peu la réaction par rapport à la santé, aux habitudes, aux priorités. Et on voit clairement dans l'étude qu'il y a une prise de conscience, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit toutes les deux, qui est que éviter de tomber malade, ça veut dire rester en bonne santé. Alors c'est très trivial de le dire comme ça, mais éviter de tomber malade, ça passe par plein de choses, dont l'alimentation, et dont éviter en fait tout ce qui est un peu la pollution environnementale, qu'elle soit diverse et variée. Et donc la quête de sens aussi dans la transparence, de savoir qu'est-ce qui est fait localement, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dans mon produit. On voit notamment, il y a un item qui est ressorti dans l'étude qui était étonnant, c'était sur les conservateurs et les pesticides. Et donc, on voyait nettement que les personnes disaient que globalement, dans les 3 vraiment items qui étaient exacerbés post les 2 confinements, c'était recherche du local. Ça, c'était vraiment, on le voyait très, très nettement. Et après, qu'il y a dans mon produit, et éviter les produits chimiques, mais plutôt conservateurs ou autres. Alors, dans le sens aussi où finalement, les conservateurs, il y en a besoin, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on nous dit beaucoup de choses, et du coup, comme on se méfie, on n'en veut plus. Voilà, donc cette tendance-là, c'était vraiment net dans l'étude. Et la deuxième chose, c'était la prise de conscience que être en bonne santé, on l'a bien vu hein, dans les services d'urgence, notamment au premier confinement, c'était beaucoup de personnes avec des comorbidités. Et le fait d'avoir du surpoids, le fait de pas d'avoir des facteurs de comorbidité liés à l'hygiène de vie, fait que, notamment chez les jeunes, ça rejoint Marion ce que vous disiez, c'est que là aussi, un virage qui a été pris dans les études, c'est qu'avant, on voyait qu'avant 35 ans, finalement, la santé, on est en pleine forme, on s'en fiche un peu et puis on verra plus tard. Et là, on voit que chez les jeunes, alors, il y a peut-être plus aussi cette santé, je dirais, environnementale qui est intéressante, parce que au-delà d'être en bonne santé, ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est environnement également et la planète. Et donc, la composition des produits. Un autre point qui ressort de toute façon de l'étude, c'est aussi que le consommateur, il est en recherche d'informations. Alors de l'information, comme on le disait, hein, sur la provenance, la composition ou autre. Donc à partir du moment où l'explosion du digital pendant cette période aussi, parce que les points de vente, le digital permet d'accéder à beaucoup d'informations, mais quand vous êtes en point de vente en libre accès, l'accès à l'information n'est pas toujours évident sur certains produits. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir que dans l'avenir, on réfléchisse à des moyens comme des signalétiques, des QR codes, je ne sais pas, mais en tout cas des moyens de pouvoir informer
sur la composition des produits. On voit bien des gens qui scannent déjà avec des applications. Il y a certainement des choses à travailler dans ce sens-là. Et en tout cas, le Covid nous a amené une chose, c'est que maintenant, tout le monde sait se servir de son QR code. Les magasins bio, ils ont souvent le gros des personnes formées à la composition des produits et notamment pour les produits qui nous concernent, des naturopathes, souvent qui sont capables de conseiller parce que on sait aussi que le consommateur, il va en réseau bio et pas forcément en grande distribution parce qu'il a de l'écoute et il a de la proximité. Ça aussi, c'est une recherche. Donc, il y a les magasins qui ont la chance de bénéficier de ces conseils-là et ça, c'est tant mieux sur la partie santé. Mais il y a aussi, pour moi, nous, en tant que marque, qui devons nous adapter au niveau de la signalétique produit. Il faut qu'on arrive à lire de manière rapide et assez pédagogique. Alors après, toutes les réglementations sur l'écologie ne sont pas simples à mettre en œuvre, mais en tout cas, il a des questions, il faut qu'on apporte des réponses. Donc, via les marques, via les affichages magasins et pour moi aussi via le conseil qui peut être dispensé en magasin. Mais au-delà de ça, évidemment, ça c'est super important, mais il y a deux facteurs, il y a deux passages obligés pour les marques, hein. C'est d'une part la sincérité absolue dans leur engagement, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il est super important qu'une marque ne soit pas opportuniste et ne saisisse pas le sujet parce qu'elle se rend compte évidemment que c'est une tendance lourde qui se dessine et qui va s'accentuer encore. Donc il faut absolument cette sincérité, ça c'est très clair. Et puis il faut aussi que les marques, et elles ont déjà commencé, s'engagent dans le moins d'emballage, voire le pas d'emballage, et en tous les cas, l'emballage complètement écologique, compostable, etc. C'est-à-dire que tout produit doit, dans sa composition, être d'une grande simplicité, traçable, évidemment, si possible, c'est encore mieux, local, mais avec un emballage qui aille qui accompagne cette logique et cette démarche. Et plus que ça encore, si on va sur l'amont, l'entreprise qui va délivrer cette promesse à des consommateurs ultra exigeants doit aussi pouvoir montrer patte blanche sur son comportement, sur sa politique interne, sur sa RSE, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus uniquement un produit qu'un consommateur engagé et exigeant va acheter, c'est une promesse globale et un engagement global qui doit être un engagement sincère. Parce qu'après, on voit, de toute façon, on s'en aperçoit, des marques nationales, par exemple, qui se lancent en partie sur ces sujets-là, mais qui n'abandonnent pas leurs autres gammes. Mais bon, voilà. Donc, la sincérité, c'est, on pense, nous, avec les éléments d'information dont on dispose, un point et un facteur essentiel pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Oui, oui, c'est essentiel en fait de regagner la confiance des consommateurs qui l'ont perdu clairement. Et quand on voit justement le nombre d'applications qui permettent d'évaluer non seulement la valeur nutritionnelle des aliments qui sont vendus, des produits qui sont vendus, mais aussi l'apparition d'autres systèmes en fait d'évaluation comme l'EcoScore ou le Planet Score qui est sur le fil. On voit bien que de toute façon, il faut répondre aux attentes des consommateurs et que les attentes, elles sont multiples et qu'aujourd'hui, les avis conso ou l'avis du consommateur compte et compte plus que tout. Et justement, cette confiance qui a besoin d'être regagnée de la part des fabricants, des distributeurs, elle est vraiment réelle parce que le consommateur aujourd'hui peut vraiment fusiller une entreprise avec des avis qui sont mauvais et c'est très très difficile de regagner la confiance des consommateurs après. Donc oui, il y a peut-être encore, en allant plus loin, je vois pas comment on peut aller plus loin, mais peut-être informer plus parce qu'il y a vraiment un gros décalage entre ce que le consommateur veut, ce que les applis sont capables de lui donner et les informations qui figurent sur les emballages qui sont quand même qui sont cadrées par une réglementation qui est très stricte.
Donc peut-être aller au-delà et proposer peut-être sur les sites des entreprises qui vendent des produits comment comment intégrer le produit dans sa consommation, comment le cuisiner par exemple un peu mieux, des recettes un peu plus, parce qu'il y a vraiment si on regarde l'essor des blogs de recettes, des blogs de savoir-faire soi-même, les marques, si elles restent en retrait, c'est un petit peu, le consommateur trouve de quoi bidouiller lui-même, et comme il est à la recherche d'astuces de débrouille, les marques sont un petit peu laissées de côté au profit des ingrédients unitaires à utiliser soi-même. Donc oui, je crois qu'on est d'accord par rapport à ça. Et le changement fort qu'on observe aussi, c'est que si certains d'entre vous avaient assisté aux conférences sur les tendances qui étaient délivrées dans le cadre de Natexpo il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, on s'apercevait que ce qui était très lourd comme tendance, c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais plus laquelle de vous deux, la bio, c'est important, mais pas que. Maintenant, on est sur un autre paradigme et une autre demande. Et qu'à ce moment-là, ce qui était très remarquable, c'était le besoin, enfin, l'envie qu'avaient les consommateurs d'avoir des produits bio, mais des produits qui soient bio, mais qui soient un peu fun, qui soient sympas, qui aient des goûts différents. Donc, on était plus sur un côté ludique. Donc, la bio, c'était le préalable, mais le côté ludique devenait quelque chose, et le côté expérience client devenait quelque chose de très important pour les marques. Et aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus simple, parce que ça aussi, c'est peut-être un des mots-clés qui ressort de cette période, hein, c'est un retour à la simplicité, un retour à la terre, un retour aux vraies valeurs. On n'est plus là pour en faire des tonnes, mais au contraire, on est là pour se recentrer sur des choses essentielles. Et ça se retranscrit vraiment énormément sur l'ensemble des produits nouveaux et des innovations qui sont présentées sur la prochaine édition de Natexpo, puisqu'on est sur un secteur extrêmement réactif, qui a plutôt pas mal tiré son épingle du jeu dans la période. Et c'est vrai que les transformateurs se sont vraiment embarqués dans cette direction. Sauveur, vous êtes revenu, donc essayez de parler pour voir Oui, si on entend là, mieux. c'est mieux. On vous entend mieux, là. Allez-y. Oui, mais encore une fois, c'est bien, mais je suis une marque ou un distributeur, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je me permets d'insister sur le sujet de manière plus concrète. Je vais donner par exemple une suggestion, hein, pour vous aider plus facilement à rebondir. Je trouve par exemple que les recettes qui sont données pour des marques qui sont dans l'alimentaire ou pour les distributeurs, elles sont trop axées sur le bon goût et elles se contentent de dire voilà, c'est ça. Mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, toutes les recettes sont détaillées par leurs vertus nutritionnelles. Par exemple, c'est bon pour le sportif, pour une convalescence ou une remise en forme. Elles ont ce qu'on appelle en marketing un wording, des mots qui sont adaptés donc aux nouvelles générations. C'est cool, c'est génial. Et quand on donne des recettes, on pense toujours au porte-monnaie. Ça, c'est un enseignement de la Covid, c'est la peur de perdre son emploi. Donc la notion d'économie, elle est prégnante. Et de dire que cette recette, elle est facile à préparer, qu'elle va coûter que 2,50 € par personne, etc. Donc, d'insister déjà dans la communication sur tous ces aspects-là. Voilà, si vous avez d'autres exemples à donner de manière plus concrète, ils sont les bienvenus. Je trouve que les marques se sont quand même pas mal embarquées dans cette direction, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne trouve pas. Si vous me montrez, il faut me les montrer, ces exemples-là. Hein, ça reste assez banal, en fait. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui, typiquement les bactéries. Donc, les bonnes bactéries, avant, c'était considéré plus comme vraiment un complément alimentaire, ou c'était considéré comme… Les gens qui y faisaient appel étaient vraiment dans une démarche uniquement santé. Les marques qui proposaient ces produits-là étaient également uniquement dans une démarche santé. Aujourd'hui, on est dans une double association, c'est-à-dire qu'on a des boissons, des préparations, des produits alimentaires qui intègrent des compléments alimentaires ou qui intègrent ces bactéries. C'est mis en avant de manière très claire sur la promesse produit, sur les packaging, et il y a toujours cette association du goût
et du bénéfice santé. Donc, avec vraiment une entrée différente de ce qui était le cas avant. Donc, typiquement, alors moi, je n'ai pas tous les produits en tête, malheureusement, mais si j'invite les uns et les autres à aller sur le site internet de Natexpo, à aller voir les produits qui sont présentés à la Galerie des Nouveautés ou qui ont concouru au trophée Natexpo, donc qui a réuni un nombre assez significatif de… C'est des produits alimentaires, ouais, qui intègrent des compléments alimentaires et qui intègrent des bactéries, et c'est vraiment mis en avant tel quel. Attendez. Oui, mais regardez. Pardon, allez-y, allez-y. Juste par rapport à ce point-là, les États-Unis sont quand même assez différents. Enfin, l'américain est assez différent du français dans le sens où… En tout cas, moi, l'expérience personnelle, dans les anecdotes personnelles sur une pâtisserie, un Times Square où j'avais juste envie d'un gâteau et quand vous entrez et que vous avez juste les calories en premier des gâteaux, ça vous calme. C'est vrai qu'instinctivement, vous recherchez le gâteau le moins calorique, mais malheureusement, ils sont tous… Oui, parce que là… Alors revenons au circuit bio et naturel, justement, qui a pour moi ces gros avantages sur le mass market traditionnel d'avoir certainement un marketing beaucoup plus de proximité avec le consommateur dans son langage, et qui souvent, il faut se remettre juste une chose en tête, c'est que, et je vais revenir à un aspect purement terre à terre de la réglementation, aujourd'hui quand vous voyez tout ce qu'il faut informer, toutes les informations à mettre réglementaires sur un packaging, on parlait d'écologie tout à l'heure, hein, il y a l'éco-score, il y a toutes ces choses-là, on doit mettre les infos nutritionnelles, on doit mettre les infos de tri, on doit mettre les infos, enfin bientôt le packaging, ça sera une encyclopédie, il faudra passer beaucoup de temps dans les magasins pour faire ses courses. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir lui donner l'information de base, parce que ça c'est la réglementation, mais tout en lui apportant l'information suffisante à l'utilisation du produit. Le consommateur, il n'a pas fait études de nutrition poussée, il a besoin juste de savoir c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, et on voit bien dans les habitudes de consommation qu'il regarde notamment pour sa famille, c'est le cas des femmes, puisque c'est souvent les femmes qui achètent, qui regardent pour leurs enfants. Donc c'est vrai que le Nutri-Score, il a eu cet intérêt de pouvoir orienter. Maintenant, le Nutri-Score, comme on disait, il n'est pas parfait, il n'y a aucun baromètre parfait. Il y a des moments, un morceau de beurre ou un peu de crème, c'est bien aussi dans l'alimentation. Et pourtant, quand vous regardez le Nutri-Score de ces produits-là, il n'est pas forcément bon. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à… Décidément. Alors, le lieu de formation suffisante. Alors, il y a quand même des indicateurs, si je peux compléter, Christelle, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs et d'applis qui sont de plus en plus performants. Comme oui, en effet, le Nutri-Score, il a ses failles, il a bien sûr ses failles, il a le mérite. Et puis surtout, le consommateur, il est plus éduqué. D'avoir démarré une démarche, d'avoir sans doute contraint aussi les industriels à faire mieux et à être un peu plus vertueux, et ça c'est plutôt pas mal. Puis il y a d'autres applis quand même qui sont beaucoup plus performantes et qui donnent justement un avis beaucoup plus généraliste et beaucoup plus fin aussi sur le produit lui-même, en intégrant les données environnementales aussi. Hein, on parlait tout à l'heure d'EcoScore ou de Planet Score. Ça, ce sont des critères qui se multiplient en fait et qui ne sont plus que orientés nutritionnels comme le Yuka par exemple. Yuka, en fait, c'est pareil, c'est une application qui a le mérite d'avoir donné des informations ou d'avoir rendu service aux consommateurs, et qui le fait encore, hein, parce que Yuka, c'est une des applications la plus téléchargée quand même.
Mais aujourd'hui, on a d'autres applis qui intègrent d'autres paramètres intéressants aussi et faciles d'accès comme SIGA, Nova, la classification Nova, qui inclut aussi l'ultra-transformation des produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi les consommateurs sont extrêmement vigilants. Donc, je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Valérie, sur finalement, je pense que dans le futur, les entreprises doivent non pas seulement penser à innover, ce qui était le moteur en fait finalement de l'économie en entreprise pendant très longtemps, mais penser à faire simple et à faire sain et à faire loyal. Et je pense que franchement, c'est vraiment ces mots-là qui m'interpellent le plus. Je pense que c'est ce vers quoi tout public confondu, que ce soit en effet les très jeunes qui sont en attente, qui ont des attentes vraiment très précises, mais aussi les seniors qui en ont aussi vis-à-vis des produits. On voit aussi que les seniors se mettent à manger bio aussi, sont aussi des consommateurs de bio pour leur santé. Alors, chacun a des raisons différentes de consommer bio ou de consommer durable, mais malgré tout, pour intégrer toutes ces cibles, que ce soit les très jeunes générations qui ont un budget alimentaire qui est peut-être un peu plus réduit que les autres, mais qui sont plus en attente vis-à-vis des questions environnementales, ou les 18-35 ou même les 25-45 qui sont plus consommateurs de produits bio pour des raisons diverses, pour préserver leur santé, la santé de leur famille notamment, et puis les anciens pour préserver leur santé propre et peut-être avoir un vieillissement dans de meilleures conditions. Je pense que toutes ces cibles-là, peut-être qu'il faut, comme disait Sauveur en introduction de cette question, peut-être qu'il faut les cibler un peu mieux et regarder qu'ils ont des attentes différentes et des besoins physiologiques différents aussi. Mais en tout cas, l'après-Covid montre bien qu'il y a la question centrale, c'est quand même la question de la santé et la question de prévenir et de maintenir une bonne santé. Et Alors, ça c'est quelque chose qui va rester, je pense aussi. ce que vous dites, Valérie, c'est intéressant parce que c'est cette histoire de segmentation de cibles. Il y en a deux, à mon sens, si vous pouvez rebondir là-dessus, qui sont particulièrement donc impactés par le Covid et très intéressés, ce sont les seniors. J'ai perdu le ton. C'est quand même une évolution parce que ce sont des jeunes seniors, donc ils ont l'impression, ils sont toujours quelque part jeunes, et en même temps, ils veulent peut-être encore plus de produits et présenter un petit peu différemment ou de nouvelles offres. Et il y a cette nouvelle génération qui arrive, les moins de 30 ans, 35 ans, qui s'inquiètent aussi de leur santé et qui, je trouve, en tout cas dans les magasins bio, on les trouve sur Internet, dans les DNVB, des nouvelles offres produits que ça a bien proposé les startups, mais qu'on ne trouve pas encore dans des magasins bio, comme les fameux nootropiques, qui revisitent un peu la gamme des produits pour la mémoire, la vision, etc. Et avec un nouveau langage aussi, par exemple en alimentaire. On a des marques, des startups qui sont valorisées à quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, donc qui sont très sérieuses, qui visent des clients qui en France sont considérés comme n'ayant pas trop de moyens financiers, entre 25 et 28 ans. Pourtant, il y a des startups qui se spécialisent sur eux, qui font par exemple des plats et qui ont un langage cool. Ils leur proposent des playlists de musique. Les chefs qui se présentent, ils ont des gros tatouages sur le bras. Et ça aussi, en France, on a peut-être encore des marges de progression. Donc, pour résumer, sur ces nouvelles générations et les seniors, est-ce que vous auriez d'autres suggestions, d'autres conseils à donner? Sur les seniors, tant en termes de comportement que de lancement produit. En fait, très clairement, un internaute nous a fait part du fait que, et il a raison, hein, ce qui sort aux États-Unis arrive en Angleterre et en France quelques années plus tard. Bon, là, ça s'est quand même pas mal accéléré, donc arrive rapidement, mine de rien, en France derrière. Je pense que les choses avancent. Alors, déjà, quand on regarde et les packaging et la composition des produits et les promesses qui sont faites et pour qui c'est fait, on a quand même des marques aujourd'hui
qui propose des produits fun et cool pour faire des smoothies. Enfin, donc, on adresse dans ces cas-là des gens qui ont entre 18 et 30 ans et compagnie, parce que ça, c'est le type de produit qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc, des smoothies à base de matcha et la promesse sur le packaging et sur le produit, c'est vraiment de booster l'immunité, d'améliorer la digestion grâce aux probiotiques qui sont à l'intérieur de ces produits. Donc, on est bien sur une double proposition, quelque chose de rigolo et de bon, mais aussi de sain et d'utile pour la santé. Et là, on est vraiment toujours dans cette espèce de mouvement de l'économie de soi, du Covid Care, de je propose un produit à quelqu'un qui est quelqu'un de jeune, mais en lui faisant une promesse qui est importante pour lui aujourd'hui et à laquelle peut-être il n'aurait pas du tout fait attention il y a quelques années. Donc ça, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, Christelle, c'est vrai que la conscience de soi, la conscience de sa santé et de l'importance de prendre soin de sa santé, elle est rentrée aujourd'hui chez les gens qui sont très jeunes, alors que ce n'était pas du tout le cas jusqu'à il y a quelques temps. Et preuve en est, donc on est sur des boissons qui sont des jus pétillants avec de l'aloe vera, mais là, la promesse de cette boisson, c'est pas uniquement c'est bon et c'est fun, c'est bon, c'est fun, mais ça booste aussi ton microbiote intestinal, et le terme microbiote est rentré dans les mœurs aujourd'hui, et les gens ne vous regardent plus avec des gros yeux écarquillés quand on parle de cette proposition. Donc je trouve que, au contraire, les choses sont en train d'évoluer. Après, quand vous parlez, Sauveur, de la façon presque de marketer la proposition, là on n'est plus sur le produit, on est sur comment est-ce qu'on donne accès au produit. Alors oui, des chefs qui font des propositions rigolotes et qui sont en écho avec les gens de cette génération. Bon, c'est probablement des choses qui vont finir par arriver, puisque là, on l'a bien vu pendant la période de confinement, toutes ces émissions où on rentrait chez les gens, on faisait la cuisine avec les gens chez eux, etc. Ça a complètement cartonné. Tout a été complètement démythifié, donc c'était plutôt assez sympa. Je pense qu'on part un peu dans cette direction-là. Après, c'est compliqué pour nous, enfin, en tous les cas pour moi, de donner des conseils aux marques. Le constat que je peux faire, c'est que quand on reboucle le comportement des consommateurs, tout ce qui s'est passé, les attentes des uns des autres, le fait que les marques, quand même, s'embarquent pas mal dans ces propositions, moi, je trouve qu'on est plutôt sur un mouvement assez positif. Et alors, après, on s'aperçoit aussi, il y a effectivement le produit, les valeurs nutritionnelles et les apports santé des produits alimentaires ou des produits cosmétiques qui sont proposés, mais il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé qui est intéressant aussi sur les comportements consommateurs et le type de produits qui doivent être présentés. Pour être en ligne avec les comportements à venir et déjà avérés, on s'aperçoit aujourd'hui que les gens, et toujours on parle de cette jeune génération, ils ont été empêchés, ils sont très très avides d'innovation de tout point de vue, ils ont été enfermés, il y a eu une cloche qui a été posée sur eux, ça fait exploser absolument toutes leurs certitudes, les plans de carrière des uns, les plans de vie des autres. Avant, les gens étaient sur du toujours plus, un super job, un super appart, etc., etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les uns et les autres sont de plus en plus dans ce mouvement de se satisfaire de ce qu'ils ont, et ils exigent justement qu'on leur donne satisfaction avec des produits qui prennent conscience et qui respectent la fragilité des choses. Et aujourd'hui, on est aussi face à des gens qui lâchent tout et qui partent. Donc, le côté nomade, le côté pratique des produits tout en restant connecté avec le digital, c'est peut-être aussi, alors on sort un peu de la partie distribution stricto sensu, mais c'est important aussi pour une marque peut-être d'intégrer cette notion-là, d'intégrer le fait que les étudiants qui ont eu le bac se sont beaucoup moins rués sur la plateforme pour choisir leurs études supérieures que les années précédentes, parce que là, ils partent avec un sac à dos, même à 18 ans, pour prendre l'air pendant un an, et que très clairement, ils partent avec une main devant, une main derrière, et ils vont voir du pays. Ils sont aujourd'hui complètement détachés de toutes ces préoccupations ultra matérielles. Donc, il leur faut des produits archi simples, il leur faut des produits super légers, il leur faut des produits qui puissent être utilisés facilement, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc, on est aussi sur cette réponse que les marques doivent apporter à ce type de personnes qui sont
qui vont avoir besoin de ce type de produit. Enfin, je pense que ça, c'est aussi un regard à poser sur le développement et l'innovation. Oui, puis Si. même ce que j'observe moi aussi en regardant un petit peu des applis qui sont quand même étonnantes, des applis conso dans lesquelles on rentre ses paramètres aussi bien biologiques que ses envies ou ses orientations idéologiques, et l'appli en scannant donc dans un magasin tout type de produit, l'appli vous détermine pour vous en fait si vous pouvez consommer ce produit ou non par rapport aux données que vous avez intégrées dans les paramètres. Ou même si vous pouvez, dans quel restaurant vous pouvez manger en fonction des critères que vous avez préalablement définis. Donc ça, c'est vraiment une orientation qui est très marquée, qui vient aussi des États-Unis, mais qui s'installera certainement en France parce que il y a une envie sans doute d'individualiser son alimentation. Et on le voit parce qu'on a des marques qui commencent à travailler avec des consommateurs justement pour faire évoluer leurs produits en fonction de leurs attentes et en fonction de ce critère-là. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de produits qui se sont développés qui ont pour vocation à améliorer l'immunité, par exemple. L'immunité, c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle depuis février, depuis mars 2020. Je le vois aussi dans les entreprises, c'est des thématiques sur lesquelles j'ai fait beaucoup de webinaires, de conférences, parce que il y a une réelle envie de s'approprier les déterminants de sa santé. Et c'est vrai que du coup, chez les jeunes générations, on ne parle pas tellement de santé, mais plus d'aliments fonctionnels, de comment améliorer son immunité, comment améliorer son fonctionnement digestif. On parle pas vraiment de prévention de santé, c'est pas des mots qui sont tellement employés, je trouve, chez les générations les plus jeunes, mais c'est plus le comment fonctionner mieux, comment fonctionner de manière optimum, comment gérer son stress, comment gérer et pour ce qui est de la situation présente, comment gérer finalement sa vie pro et sa vie perso, et comment organiser et sa vie pro et sa vie perso qui cohabitent en fait et qui vont continuer à cohabiter. De toute façon, on n'a Donc, pas les mêmes besoins exprimés Euh, entre les seniors, justement, dont on parlait tout ouais. à l'heure, et les plus jeunes. C'est-à-dire que les seniors, et on a une population quand même qui est vieillissante, donc on a un certain nombre de dégénérescences qui arrivent avec l'âge, et on n'a pas pour autant envie d'être vieux, et on n'a pas pour autant, enfin, on a envie de rester autonome. Donc, les personnes qui prennent de l'âge vont plus chercher des produits de confort, ou en tout cas qui vont les aider à garder un bon état d'autonomie et de forme, alors qu'effectivement, le jeune, et on en a parlé tout à l'heure, ce qu'il attend, c'est de la transparence et c'est de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'il veut savoir ce qu'il consomme, ce qui est bon pour sa santé naturellement. Il est moins dans la démarche de prévention parce qu'il a aussi moins de symptômes à gérer, mais en tout cas, il a pris conscience que ce qu'il mange est un déterminant de sa santé, indirectement. Et effectivement, comme vous le disiez, il cherche des choses simples. Et le fameux retour aux sources, hein, de le faire très simple et très, je dirais, avec le minimum d'ingrédients aussi. Ça, c'est une tendance qu'on voit fortement. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce soit dans les cosmétiques ou dans les produits alimentaires, plus il y a d'ingrédients, plus on se méfie. Puis alors, quand les noms des ingrédients, on ne les comprend pas, on se méfie encore plus. Exactement. Les formules aujourd'hui, effectivement, on a des formules qu'à base de plantes et certaines qui sont plus complexes, aussi pour des raisons de réglementation. Et puis, dans toute formule, qu'elle soit purement naturelle ou avec des nutriments, de toute façon, le but, c'est de pouvoir soutenir la promesse qu'on vend aux consommateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que scientifiquement, on amène quand même dans une formule des teneurs et des ingrédients qui répondent aux besoins. Et donc, nous, effectivement, on a plus la génération qui a connu la pharmacie traditionnelle et le soin, c'est-à-dire que la génération qui a connu la santé était gratuite, on allait finalement répondre, on avait une ordonnance, on se posait pas trop de questions, on allait à la pharmacie, c'était gratuit. Maintenant, la génération actuelle, elle a une ordonnance, elle regarde sur Google ce qu'il y a sur son ordonnance, et après, à la pharmacie, la plupart des choses sont pas gratuites. Donc, l'approche n'est pas du tout la même, et même l'approche de ce qu'il peut y avoir dans les formules sans avoir connu l'historique, elle n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est assez logique. Par contre, on peut se féliciter que de plus en plus, en tout cas, les marques doivent justement expliquer aux consommateurs ce qu'ils mettent dans leur formule et à quoi ça va servir et pourquoi l'ingrédient il est en telle quantité ou sous telle forme ou dans tel aspect, ce qui permet aussi à un consommateur de faire son choix avéré. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est une grande nouveauté parce que pour la première fois récemment, j'ai vu en effet un packaging d'un cosmétique qui indique sous forme de tableau la liste des ingrédients et leurs fonctions. Comme pour justifier leur obligatoire présence dans le produit, sans quoi la formulation ne peut se faire.
Ouais. Ça, c'est une tendance de fond et Ça, c'est comme une vraie Sauveur nouveauté. aime bien l'Amérique du Nord, ça vient justement de l'Amérique Ouais. du Nord notamment, c'est que, il y a des formules, il faut pas se voiler la face, hein, même si on veut faire des formules très propres, à un moment, certaines formules ont besoin de certains packaging pour donc notamment en cosmétique, c'est il y a une molécule chimique, et on va vous expliquer pourquoi on l'a mis et pourquoi on a choisi celle-là. Et à partir du moment où on entre dans cette démarche, on a une transparence vis-à-vis du consommateur, lui dire oui, cette molécule n'est pas naturelle et voilà pourquoi on l'a choisie. Et c'est ça aussi qui est attendu. Mais on ne peut pas toujours, en tout cas, chaque fois qu'on peut, tant mieux, mais parfois on ne peut pas mettre du 100% naturel. Après, ça dépend du cahier des charges avec lequel on travaille, parce qu'en effet, en cosmétique aussi bien, on a aussi des labels qui sont un petit peu quand même différents, plus exigeants en termes de sélection des ingrédients et de formulation. Donc, Oui, mais pour rebondir sur ce que dit Christelle, à partir du moment où les consommateurs seront convaincus qu'ils ont en face d'eux des marques qui sont sincères et loyales, à partir du moment où on explique la raison pour laquelle telle molécule qui n'est pas forcément naturelle, etc., est intégrée à la formulation, du coup, le niveau de confiance est rétabli et on se dit, bon, ok, d'accord, c'est très bien et c'est comme ça. Et la plupart de la composition du produit correspond à mes attentes, donc je fais confiance à la marque, j'y vais. Je pense que c'est pour répondre à la première question préalable qu'avait posée Sauveur, c'est peut-être ça, en fait. Ce que doivent absolument faire les marques, c'est être absolument loyales et transparentes pour qu'on finisse par les croire et qu'il n'y ait plus ces espèces de croyances ou d'inquiétudes infondées. Alors, la question de Sauveur, y a-t-il d'autres produits bio de consommation en dehors de la santé et de l'alimentation qui sont boostés par la Covid? Alors oui, il y a un secteur qui a explosé, bien évidemment, hein. C'est le secteur des désinfectants, le secteur de tous les produits d'hygiène pour se laver les mains, pour laver chez soi, pour faire en sorte qu'on soit le plus dans cette posture d'immunité le plus possible. Donc là, ça a fait des bonds absolument incroyables. Donc, que ce soit des sprays désinfectants qui éliminent des bactéries avec évidemment tous les préalables de protection naturelle le plus bio possible, si on peut dire. Mais là encore, on en revient avec des emballages qui sont absolument nécessaires sur ce genre de produits, évidemment. Donc oui, ça, c'est un secteur qui a connu un très, très, très gros boom, évidemment. j'ai presque envie de dire, Valérie, pour compléter, que finalement, les consommateurs sont plus vigilants aujourd'hui sur les labels et sur les certifications que sur les marques elles-mêmes. C'est-à-dire, une marque aujourd'hui n'est plus forcément un gage de qualité. Alors en bio, on a l'avantage d'avoir un label commun pour tout le monde, le label AB pour les produits alimentaires, AB Eurofeuille, et puis d'autres labels qui s'appliquent à différents domaines, que ce soit la cosmétique ou que ce soit les détergents par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, la fiabilité d'un label ou la confiance que les gens accordent au label est vraiment primordiale et c'est aux marques de se dissocier ensuite dans leur savoir-faire ou dans leur spécificité. Et je pense notamment aux produits alimentaires bio qui, au début du cahier des charges ou de l'expertise du cahier des charges, faisaient des produits qui étaient relativement simples et assez essentiels finalement dans les magasins bio ou les magasins diététiques à l'époque. Qui ont cherché à un moment donné, il y a une dizaine d'années, à peut-être converger vers les formulations, les process de l'industrie conventionnelle, en proposant des produits qui soient très similaires et qui soient finalement assez peu identifiables ou séparés des produits conventionnels. Et ça, je pense que c'est un petit peu une erreur parce que du coup, l'agriculture biologique ou en tout cas la transformation en agriculture biologique a convergé vers de l'ultra-transformation aussi et qui n'est pas forcément, du point de vue nutritionnel ou de santé à long terme, pas forcément quelque chose de spécialement intéressant. Je pense qu'il faut peut-être revenir à des fondamentaux, revenir à des essentiels. Et ce que vous disiez est particulièrement vrai, c'est que le consommateur est très vigilant et va très vite aller chercher, aller fouiller en fait l'entreprise dans tous ses aspects, que ce soit toutes ses pratiques. Et ça comprend aussi les pratiques sociales. Et je vois que les jeunes en particulier sont très sensibles à ça. L'équité, la juste rémunération des producteurs, c'est quelque chose aussi avec quoi il faut compter. De la même manière que les critères environnementaux. Donc en fait, c'est quelque chose de vraiment très large et que il y a
il y a tout ça à prendre en ligne de compte et peut-être aussi, du coup, cibler un peu plus les attentes ou les demandes à long terme vis-à-vis des produits en proposant peut-être des ingrédients ou des aliments qui soient plus en phase avec cette recherche de vivre au mieux, de vivre plus simplement et d'avoir le contrôle, un contrôle sur ce qu'on met dans son assiette ou sur ce qu'on met sur sa peau ou sur ce qu'on met dans son environnement. Les questions de santé environnementale sont vraiment très prégnantes en particulier. Il y a beaucoup de travail à faire, je trouve, encore, sur la cible femme enceinte et sur la cible petite enfance, qui sont finalement, je trouve, encore délaissées pour compte. Donc, à mon avis, il y a un gros travail à faire sur l'alimentation de l'enfant et sur la prévention de la femme enceinte ou l'information ou les ingrédients ou en fait, tout ce qui concerne la prévention de la femme enceinte de manière générale et de la petite enfance. Christelle, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Non, moi je rejoins sur le fait que, disons que selon les cibles, la vision de la marque est assez différente. C'est clair que chez les jeunes, la marque, elle n'a plus la même signification que pour leurs aînés. Disons que la marque, pour les populations les plus âgées, elle va être quand même un repère. Et c'est quelque chose de tangible. Mais ça ne suffit pas parce qu'aussi, on est arrivé sur un marché qui s'est assez massifié dans le sens où tout le monde fait un peu la même chose. Donc, à partir du moment où vous voulez émerger, il va falloir avoir dans votre produit quelque chose de plus, quelque chose de différent ou quelque chose. Donc, le label est effectivement un moyen, entre autres, de pouvoir mettre ça en exergue et chez les jeunes qui sont moins peut-être aussi marqués par, j'ai envie de dire, la télé des années 80-90, parce à l'époque, on n'avait qu'un seul média quasiment et on mangeait beaucoup de publicité. Aujourd'hui, on voit bien que le temps passé sur les écrans et beaucoup moins sur la télévision fait que quand vous voulez communiquer, vous allez beaucoup plus communiquer sur des petits groupes qui vont avoir un intérêt particulier que de faire une communication de masse où vous touchez tout d'un coup 40 millions de personnes en une soirée. Voilà. Donc tout ça fait que dans la consommation et dans la manière de voir les choses, il y a aussi beaucoup le rôle des prescripteurs sur Internet. Ce que j'appelle prescripteurs, c'est aussi bien des professionnels que des influenceurs, que des blogueurs, etc. On va souvent avoir beaucoup plus, et même dans le secteur de la santé, on va avoir beaucoup plus confiance en ce qu'a dit sa famille, ce qu'a dit un ami ou ce qu'a dit quelqu'un qu'on ne connaît pas, que parfois un médecin, mais aussi parce qu'on l'a vu pendant le Covid, les médecins nous ont dit aussi beaucoup de choses contradictoires. Et quand vous avez la personne dont la légitimité, c'est la blouse blanche, et que selon le moment où vous connectez aux informations dans la journée, on ne vous dit plus du tout la même chose, ne serait-ce que l'histoire des masques, ça a été confusant. Et c'est vrai que cette génération qui est un peu en quête de repères, elle a pris ça beaucoup plus fortement peut-être que les aînés. Alors après, là, on arrive, le corollaire de ça, ça peut être aussi le danger de remplacement, c'est-à-dire des gens qui sont absolument pas ni dans vos laboratoires, ni au fait réel des bénéfices apportés par un produit, du pourquoi, du comment, de la fameuse étude dont vous parliez tout à l'heure, qui tout d'un coup vont se faire porte-parole et porte-drapeau d'une certitude qui sont la seule à porter. Et avec les réseaux sociaux, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que là, il faut faire très attention, et c'est pour ça que cette transparence, elle est super importante, et d'être toujours réellement sur la même posture, parce que sinon ça peut partir complètement. Disons que ça va obliger d'inciter des professionnels de santé qui avant, le consommateur arrivait en disant docteur, j'ai vu ça et j'ai envie de ça, et lui disait non, vous me jetez ça et on ne veut pas en entendre parler. Aujourd'hui, le praticien, il doit comprendre, il doit accompagner. Parce que de toute façon, et comme vous le disiez très justement, ça peut être quelqu'un qui n'y connaît rien et qui ne connaît surtout pas l'état de santé de la personne, qui peut lui faire un conseil. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, heureusement, on a quand même de plus en plus de médecins qui se forment à la naturo, à la phytothérapie et ce qu'on appelle les médecines alternatives, comme l'acupuncture, la sophrologie, la méditation. Enfin, c'est aussi des choses qui font partie d'un exercice de praticien. Et il n'y a pas que le médicament qui rend des services. Et ça, heureusement, ça commence à... Mais c'est lent, c'est très lent. Je vais vous lire la question de Charlotte Marchelier qui dit « Les consommateurs, même les plus fidèles, lorsqu'on les interroge sincèrement, n'épluchent pas tant que ça nos valeurs d'entreprise, malheureusement. N'oublions pas que nous sommes des spécialistes. En fonction de l'usage premier des produits, ils sont encore assez focus sur l'instant de conso, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la gourmandise, la convivialité, etc., qui explique le décalage fréquent entre le déclaratif et les meilleures rotations, terminé par time to market avec un joli point d'exclamation. Donc c'est vrai que le principe de réalité rattrape aussi très rapidement au final les intentions des marques et ce qu'on peut mettre en avant aujourd'hui. Christelle, je vous laisse la parole sur le sujet.
Oui, oui, complètement. Alors, j'étais en train effectivement de regarder un peu ce qu'il y avait dans le fil des différentes questions, parce que ça rejoint à tout ce qu'on a dit sur le fait qu'il n'y a pas d'appli parfaite, il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas. Voilà. Donc, je dirais que par rapport à ça, il faut être conscient que, moi, je reviens sur cette histoire de cible. Il ne faut pas mettre tous les consommateurs dans le même, je dirais, dans le même paquet. Selon les âges et selon les types de personnes, on va avoir des comportements différents. Donc, il faut vraiment qu'en tant que marque, on réfléchisse aux produits liés aux consommateurs et non pas forcément de se dire c'est une généralité. Parce qu'on voit vraiment dans les comportements, et je rejoins ce qui a été dit sur le côté, d'ailleurs, on l'observe dans les études marketing. Un consommateur va vous dire, et il n'y a pas qu'un consommateur d'ailleurs, les praticiens font la même chose. Mon habitude, c'est ça, et il va faire exactement l'inverse quand vous l'observez. Parce que quand on vous pose une question, souvent dans les études marketing, on a tendance à vouloir être intelligent, à réfléchir et à bien répondre. Alors que quand on achète, on a des réflexes. Et on sait très bien que la plupart des achats sont faits de manière spontanée, notamment pour les produits récurrents. Donc, ce qui est important, il faut prendre en compte ce qu'ils disent, mais pour moi, le mieux, c'est quand même d'observer les comportements concrets dans les points de vente, parce que c'est ça qui va vous donner vraiment, et même de voir comment ils réagissent par rapport à tout un tas de choses. Et c'est ça qui explique aussi que souvent, entre ce que nous dit un consommateur et les datas de vente, on n'a pas du tout les corrélations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je disais un Français n'est pas un Américain, je ne veux pas dire par là que, bien sûr, toutes les tendances des États-Unis arrivent en Europe, et d'ailleurs pas que des États-Unis, parce qu'on a aussi beaucoup de tendances asiatiques. Mais en tout cas, on ne va pas forcément nous l'intégrer de la même manière qu'un Américain. On ne va pas forcément, même si on va adhérer au concept, on va pouvoir le consommer différent. C'est aussi ça qui fait la richesse culturelle, heureusement. Donc pour tout ce qui est question de santé, ou en tout cas, il est fortement conseillé de vraiment voir comment les gens se comportent en point de vente. Et là, je recommande, moi, vraiment d'aller beaucoup en point de vente, parce que c'est là qu'on voit énormément de choses. Et les études sont un moyen d'avoir de l'info, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il y a aussi ce qu'on veut tous. Vous savez, vous demandez à n'importe qui, est-ce que vous pensez que pour l'environnement, il faut éteindre la lumière en sortant de la pièce? Tout le monde vous dira oui, mais qui le fait vraiment? Il y a aussi inconsciemment des choses que, voilà, et j'en parle en connaissance de cause, parce que je suis la première à parfois me dire je n'ai pas éteint la lumière. Voilà, donc c'est aussi des réactions logiques et humaines. Sur ce constat, la différence entre le déclaratif et ce que font les gens réellement, ce que dit Christelle est très juste. Il y a une petite astuce simple, ou plutôt une méthode simple, c'est d'aller régulièrement sur les forums quand vous voulez voir un problème, donc avis sur un produit ou sur la fermentation, et vous le tapez, et vous regardez ce qui se dit sur la toile. Et là, c'est un moyen bon marché et assez en fait rapide pour pouvoir se faire une opinion malgré le consommateur. Après, il y a un autre aspect du consommateur, c'est que quand les produits sont trop innovants, ce n'est pas la peine de lui poser la question, il ne sera pas capable de répondre en fait. Donc là, ce qu'il faut faire est effectivement, et Christelle, encore une fois, ce que dit est très juste, on peut bien sûr faire de la veille suivant les pays, les États-Unis, l'Allemagne ou l'Angleterre, suivant les segments que l'on recherche, mais il est important de se rendre soi-même en magasin, mais pas qu'en magasin bio. Attention, non, il faut aller partout, il faut aller dans les derniers concept stores de la GMS qui en sortent beaucoup plus que la bio et qui permettent un petit peu de rebondir et de sentir ce qui va marcher ou pas, et de se faire soi-même sa propre opinion. Voilà. Alors, avant de continuer, il est 11h10, 11h09. Donc, nous avons encore une petite dizaine de minutes avant de nous séparer. Donc, voilà, c'était simplement pour faire le monsieur loyal, vous donner ces informations. Valérie, vous avez des points à ajouter par rapport à ce que Sauveur vient de nous dire? Non, pas particulièrement. Non. Peut-être qu'il y a encore des questions un peu plus précises où on peut répondre. Ou des interrogations. Concernant le Nutella, en disant ok, d'accord, très bien, mais comment se fait-il au final que le Nutella reste la pâte à tartiner la plus vendue et la plus consommée, malgré des propositions qui sont des propositions plus saines, de marques notamment bio?
donc pour ne pas la citer, un nocciolata, etc. Alors, évidemment, la réponse a été apportée quelque part dans la question aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des moyens publicitaires qui sont ceux de Ferrero, ben, on ne joue pas forcément dans la même cour que des pâtes à tartiner bio qui, du coup, sont beaucoup moins visibles, mais il y a probablement une autre raison. Donc là, je vais laisser les experts répondre à ma place. Moi, je Ce n'est vais pas revenir sur, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les marques. On disait, les consommateurs, finalement, les marques, maintenant, ils les regardent d'une autre façon. Mais n'empêche que quand la marque, elle est ancrée, c'est ce qu'on appelle une marque absolue. C'est quand elle est ancrée quand même dans le terroir, on va dire. Parce que, alors, certes, Nutella, c'est peut-être pas le terroir complet, mais c'est quand même des habitudes qui se sont passées de génération en génération. Et il y a aussi un peu cette superstition de se dire c'est la meilleure. Mais en même temps, j'ai jamais essayé d'en changer. Parce que ce qui va faire qu'un consommateur va changer de marque ou changer d'habitude, c'est qu'on va arriver à le convaincre qu'il y a peut-être mieux pour lui ailleurs. Et le mieux pour lui, c'est qu'on sait aussi la France, d'ailleurs, c'est l'un des paradoxes français, c'est qu'on est un pays où on aime manger, on aime beaucoup manger, et paradoxalement, on se nourrit toujours pas forcément toujours bien, c'est-à-dire qu'on mange pas forcément tout ce qu'il faudrait, mais on aime manger. Et ça prévaut sur tous les aspects nutritionnels. Et on le voit bien dans toutes les études nutritionnelles, c'est que le Français, il a conscience qu'il ne faut pas manger certaines choses, n'empêche que son saucisson, sa charcuterie, son fromage, c'est important. Et son verre de vin rouge aussi. Et en même temps, c'est là où il ne faut pas, dans les messages nutritionnels, vous savez, le PNNS, il était confusant parfois parce qu'il revenait et on nous disait, vous pouvez manger ça, puis finalement, il faut boire du jus de fruits, maintenant, il faut en boire qu'un demi-verre. Bon, voilà. Donc, mais il y a des choses, et comme on dit toujours, une bonne alimentation, c'est manger tout en quantité modérée. Et là, l'exemple du Nutella, c'est d'arriver, et c'est compliqué parce que quand on est aussi ancré, c'est d'arriver à démontrer aux consommateurs qu'il y a le même niveau de plaisir avec peut-être des aspects autres meilleurs. Moi, j'ai envie de vous dire en fait que finalement, la question du Nutella, elle concerne des générations qui l'ont connu petit. En fait, le goût du Nutella, c'est un goût très particulier, pardon, qui renvoie peut-être à des moments particuliers et à des souvenirs en fait, pour un certain nombre de personnes. Alors du coup, on va aussi l'acheter peut-être pour ses propres enfants. On pourrait aussi ne pas le faire. Et quand on ne le fait pas, par expérience avec des enfants, avec la proximité d'enfants, on peut aussi éduquer le palais d'un enfant très jeune, très tôt, et sur un grand nombre de saveurs différentes. Et on s'aperçoit que des enfants qui ont été exposés finalement à des aliments plutôt bruts ou plutôt sains avec des vrais ingrédients sont beaucoup plus réceptifs à une alimentation très diversifiée d'une part et à une alimentation plus aussi. Valérie, vous avez raison. Je pense que c'est assez faux finalement de dire que les enfants n'aiment pas les légumes ou les enfants n'aiment pas un certain nombre de choses et n'aiment plus le Nutella. C'est une question d'éducation au en premier lieu. Je vais laisser la parole à nos invités, à Christelle et Valérie. Donc déjà, je vous présente à nouveau nos excuses pour ce problème technique. On en est vraiment absolument désolé. Bon, on a réussi à peu près à s'en sortir, même si j'imagine c'était compliqué pour certains d'entre vous d'entendre les grésillements. C'est un sujet, je pense, qu'on pourrait débattre pendant des heures et des heures, parce que oui, effectivement, vous mettez en avant, Sauveur, toute la transparence que certaines marques américaines déploient, etc., pour expliquer aux consommateurs les bénéfices des produits, etc., et l'accompagnement qu'elles proposent. En même temps, on parle du pays où, je pense, la malbouffe est juste la chose la plus partagée par les uns et par les autres. Donc, on est effectivement dans une très, très forte contradiction. Voilà, donc vous pourrez retrouver ce replay, ce webinaire, en replay sur le site de Natexpo. Vous pourrez également assister aux précédents webinaires qui se sont tenus donc, lors des mois que nous avons derrière nous. Le prochain aura lieu le 28 septembre. Donc, là, on sera sur juste un mois avant l'ouverture de Natexpo. Donc, on fera un point sur la consommation et sur les projections de consommation. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je laisse la parole à Christelle et à Valérie pour conclure de leur côté. Merci beaucoup, Sauveur, et désolée de cette difficulté que nous avons rencontrée et partagée, parce que nous sommes dans le partage et dans la bienveillance. Donc voilà. Christelle, à vous.
Alors, pour conclure, je propose de revenir au sujet de base qui est finalement cette période Covid, elle nous a fortement impactés, mais qu'est-ce qu'elle va nous laisser? C'est ça la question qui est intéressante. Et qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça? Je vais juste faire un pendant avec le H. On a parlé de détergents, de solutions désinfectantes. On s'était dit après le H1N1, tout le monde va continuer. Et malheureusement, non, les gens ont arrêté de se laver les mains. Donc, on sait qu'à post-Covid, il y aura des personnes qui garderont des bonnes habitudes, certains qui fatalement en abandonneront. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette prise de conscience de revenir au basique, en tout cas sur l'alimentaire, et de prendre soin de sa santé par des choses simples, espérer qu'elle reste, espérer que la prise de conscience que composante phare de la santé, que cela reste, parce que dans l'avenir, on sait très bien que le moyen de prendre en charge toute la prévention santé, donc ça sera à nous, consommateurs, de le faire. Et les marques devront accompagner, les praticiens devront accompagner, et cela devra se faire aussi en considérant des cibles et des besoins qui sont adaptés. Donc ça veut dire que le marché de la santé de manière générale, qu'il soit dans les produits de santé naturelle, mais aussi qu'il soit dans l'alimentaire, tous les produits qui accompagnent, est un marché qui va se développer. À nous de bien l'accompagner et de le faire ensemble. Oui, oui, mais c'est vraiment une réflexion ou une conclusion que je partage. Le Covid, il y avait certainement un avant, un après, un certain nombre de pratiques qui se sont vraiment accentuées, et notamment peut-être le côté social en fait de l'alimentation, le côté environnemental. Enfin, tout ça, ça s'est un petit peu imbriqué. Et c'est vrai qu'il y a des comportements qui ont changé pendant la période de Covid ou confinement immédiat. Qui vont peut-être pas durer pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une prise de conscience que ce qu'on met dans son assiette ou ce qu'on met dans l'entourage, dans son entourage est important, que ça soit de l'alimentaire, que ça soit des cosmétiques, que ça soit les détergents, que ça soit aussi les contaminants. Et cette conscience, en fait, aussi bien des éléments protecteurs que des éléments délétères pour la santé, je pense qu'elle va continuer à faire en sorte que justement on soit de plus en plus vigilant. Chacun a un degré de vigilance, et il y a plein de portes d'entrée sur améliorer sa santé ou sur la prévention de santé. Et ce sont peut-être pas les mêmes critères qui sont importants pour les jeunes générations que les moyennes, que les consommateurs d'âge moyen ou que les anciens. Mais malgré tout, il y a une concordance quand même vers le fait d'avoir vers le fait de vouloir contrôler sa santé, sa prévention de santé, et le fait de peut-être se faire confiance et ne plus faire confiance de manière aveugle aussi bien aux professionnels de santé qu'aux industriels. Donc il y a certainement aussi de l'accompagnement à faire pour regagner cette confiance et travailler un petit peu mieux tous ensemble. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est l'attente des consommateurs aussi, c'est être guidé, en fait. Je pense guidé de manière loyale et de manière sincère. De faire. Bon, écoutez, merci beaucoup, beaucoup. Merci à à toutes les personnes qui ont assisté, parce que je regarde sur le chat et je trouve que vous êtes vraiment plutôt sympa et très gentil, parce que très clairement, vous nous remerciez de ce webinaire en disant, malgré les problèmes de son, c'était horrible, mais c'était super intéressant, etc. Bon, on a essayé de faire le mieux possible. Donc, merci vraiment. Et puis, rendez-vous et le 28 septembre et du 24 au 26 octobre sur Natexpo. Évidemment, je vous invite à aller sur les sites internet de Synadiète, de Juva Santé, de Valérie Jacquier. C'est important aussi que vous puissiez rentrer dans le vif du sujet en allant découvrir qui sont ces intervenants dans leur quotidien. Voilà, merci à tous et à très bientôt.